Ingrid Lynn était une femme de 30 ans récemment divorcée et partageant la garde de ses 3 enfants avec son ex-mari. Un soir de l'année 2016, elle était seule à la maison et en a profité pour prendre du temps pour elle. Malheureusement, le lendemain, elle sera portée disparue et ce que les enquêteurs découvriront sera digne d'un film d'horreur. Pour tout savoir sur la triste et mystérieuse histoire de Ingrid Lynn, lançons-nous maintenant dans la vidéo. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve avec une histoire que je trouve quand même un petit peu plus trash que d'habitude. C'est en fait une histoire très sanglante, mais j'espère vraiment qu'elle vous intéressera. Avant de commencer, je vous rappelle de vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Merci à tous ceux qui sont déjà abonnés, merci à tous ceux qui le feront. N'hésitez pas non plus à me suivre sur mon compte Instagram qui s'affiche quelque part en bas de l'écran. Et voilà, maintenant que tout ça est dit, eh bien, lançons-nous dans cette triste affaire. Ingrid Mary Ronsaville, de son nom de jeune fille, est née le 2 août 1975 aux États-Unis, dans l'État de l'Arizona, dans la ville de Tucson. J'ai peu d'informations sur son enfance, mais on sait qu'en 1993, donc lorsqu'elle avait 18 ans, elle a été diplômée de son lycée, le Canyon del Oro High School. Juste après, elle a alors commencé des études à l'université de l'Arizona où elle a étudié les soins infirmiers. Là encore, tout s'est bien passé et en 1997, donc lorsqu'elle avait 22 ans, elle a été diplômée et est donc devenue officiellement infirmière. 3 ans plus tard, en 2000, Ingrid a décidé de déménager dans l'État de Washington et de s'installer dans la ville de Renton, proche de Seattle. Sur place, elle a d'ailleurs trouvé l'amour et elle s'est mariée avec un homme du nom de Phil Lynn, dont elle va prendre le nom de famille. C'est pour ça qu'aujourd'hui, elle est connue sous le nom d'Ingrid Lynn. En tout cas, avec Phil, elle va avoir 3 enfants. Mais malheureusement, après 14 ans de mariage en 2014, ils ont décidé de divorcer. Après le divorce, Phil et Ingrid ont obtenu la garde partagée de leur fille. Alors Ingrid, de son côté, a quand même continué à vivre à Renton. Elle avait d'ailleurs un poste d'infirmière au centre médical suédois de Seattle. Seattle qui se trouvait vraiment à quelques minutes de chez elle, et c'est vrai que ce travail, elle l'aimait énormément. D'ailleurs, toutes ses collègues l'appréciaient énormément, c'était vraiment une personne très positive, on dira d'elle qu'elle était même exceptionnelle. En soi, la vie d'Ingrid était tout à fait normale. Mais malheureusement, une mauvaise rencontre va venir bouleverser cet équilibre qu'elle avait trouvé et tout ça l'amènera malheureusement à un destin tragique. Pour comprendre, plongeons-nous alors dans la journée du vendredi 8 avril 2016. À ce moment-là, Ingrid avait 40 ans et pour ce qui est de ses enfants, il y avait Noël qui était âgé de 10 ans, Brooke de 8 ans et Reese qui avait 6 ans. Ce vendredi-là, Phil, son ex-mari, s'était rendu chez Ingrid pour récupérer ses filles parce qu'il avait prévu de passer la journée et la nuit avec elle. Ça arrivait assez souvent, si Phil avait prévu quelque chose, il demandait pour prendre les filles une nuit, une journée, et c'était un peu la même chose pour Ingrid quand elle voulait les voir. Il n'y avait pas de souci, les deux s'entendaient bien et donc ça arrivait souvent qu'ils échangent les gardes, etc. Il n'y avait rien d'exceptionnel. Donc voilà, ce vendredi-là, Phil vient chercher ses filles et ce qui était prévu, c'est qu'ils viennent les ramener le lendemain. Donc voilà, le lendemain, nous étions alors le samedi 9 avril 2016 et Phil est venu chez Ingrid à 10 h du matin à peu près pour lui ramener ses filles. Mais là, il va être assez perturbé parce qu'il va sonner à la porte plusieurs fois, mais Ingrid ne semblait pas être là, ou en tout cas, personne n'est venu lui ouvrir. Autre chose qui va quand même attirer l'attention de Phil, c'est que la voiture d'Ingrid n'était pas garée là où elle l'était toujours. Ça semblait donc confirmer qu'elle n'était pas à la maison. C'était assez étrange parce que si Ingrid avait demandé à avoir ses filles tôt le matin cette journée-là, c'était parce qu'elle était censée être à la maison. Phil n'a donc pas vraiment compris la situation et il a alors appelé Ingrid plusieurs fois sur son téléphone. Malheureusement, là encore, il va pas réussir à la joindre, il tombait tout le temps sur son répondeur. Donc Phil s'est dit qu'il allait un petit peu chercher où elle pouvait être. C'est là qu'il a décidé d'appeler la maman d'Ingrid qui s'appelait Jorga Bass. Il va l'appeler, au téléphone il va lui expliquer la situation et Jorga, elle savait pas du tout où pouvait se trouver Ingrid et elle aussi elle trouvait la situation étrange. En soi, Jorga habitait pas très loin, donc elle a décidé de rejoindre Phil au domicile d'Ingrid. Et comme elle avait justement un double des clés de la maison de sa fille, eh bien elle a décidé d'y entrer avec Phil
pour voir ce qu'il s'y passait. Bon, à partir de là, l'inquiétude va monter parce que ce qu'ils vont trouver à l'intérieur de la maison ne va vraiment pas les rassurer. En entrant dans la maison, ils vont en fait retrouver le sac à main d'Ingrid avec son téléphone portable, mais également son permis de conduire. C'était clairement le genre de choses qu'elle devait prendre avec elle si elle partait de la maison. Mais bon, comme je vous l'ai dit, il n'y avait strictement aucune trace d'elle chez elle et sa voiture n'était pas là. Ça voudrait donc dire qu'elle aurait conduit sans son permis. La situation était vraiment alarmante et là, Yorga, sa maman, a décidé de se rendre au commissariat de police pour signaler la disparition de sa fille. Les enquêteurs vont immédiatement prendre l'affaire au sérieux et plusieurs équipes d'enquêteurs vont être envoyées pour aller parler aux voisins d'Ingrid au cas où ils auraient vu ou entendu quelque chose. Et d'ailleurs, une autre équipe va également parler aux amis d'Ingrid au cas où eux sauraient quelque chose. Et là, avec le témoignage des voisins et des amis, les policiers vont avoir des révélations très étranges. Ce qu'on va apprendre grâce à leurs témoignages, c'est que la nuit du vendredi au samedi, donc là où elle aurait disparu, eh bien un homme se serait rendu chez elle. Cet homme, il serait identifié par les amis d'Ingrid. Selon eux, il s'agissait d'un certain John Charlton qui était un homme avec qui Ingrid sortait depuis très peu de temps. Ce qui va être assez perturbant, c'est que ni Phil, donc son ex-mari, ni sa mère ne savaient qu'Ingrid avait une relation amoureuse avec quelqu'un. Mais en soi, ça semblait être une relation extrêmement récente, donc on peut comprendre qu'Ingrid en ait seulement parlé à ses amis les plus proches. Elle attendait sûrement que ça devienne plus sérieux pour rendre sa relation officielle auprès de sa famille, de ses enfants, de son ex-mari. Enfin voilà. Mais en tout cas, à ce moment-là, grâce à ça, on avait le premier suspect dans cette histoire, c'était donc le petit ami d'Ingrid. Cet homme, qui s'appelait donc John, avait sans doute bien plus d'informations sur ce qu'il s'était passé. Donc ça, c'est du côté des enquêteurs, ils déterminent que John est le premier suspect. Mais il faut aussi savoir qu'en parallèle, la famille d'Ingrid faisait elle aussi sa propre enquête. En fait, la mère d'Ingrid, qui partageait sa facture téléphonique avec elle, va décider de consulter le journal de tous les appels de sa fille. Grâce à ça, elle va se rendre compte que quelques heures avant sa disparition, elle avait reçu pas mal d'appels venant de plusieurs endroits dans l'état du Montana. Ça, c'était vraiment étrange parce que personne ne voyait qui dans le Montana aurait pu appeler Ingrid. L'état du Montana se trouvait quand même à plus de 11 heures de route en voiture de chez elle. De plus, les appels qu'elle avait reçus venaient de plusieurs endroits différents dans l'état, je le rappelle. Donc là, la sœur d'Ingrid va alors se mettre elle aussi à enquêter et grâce à des recherches internet, elle va découvrir que le numéro de téléphone qui avait appelé Ingrid était lié à un compte Facebook. Ce compte Facebook appartenait à nul autre que John Robert Charlton, donc le petit ami d'Ingrid. Là, clairement, tout pointait vers lui. Mais en tout cas, la famille qui était toujours en train de faire son enquête interne va décider de passer à l'action. Yorga, donc la maman d'Ingrid, a décidé d'envoyer un SMS au numéro de téléphone qui appartenait à John. Elle l'a alors prévenu qu'Ingrid avait disparu, elle lui a aussi demandé s'il savait quelque chose et elle lui a également dit qu'elle avait prévenu le 911. John a alors rapidement répondu au message et il lui a écrit « Le 911, dites-moi ce qu'il se passe. Hier, nous avons regardé un match de baseball des Mariners, mais nous n'avons pas passé la nuit ensemble car elle devait se lever tôt pour s'occuper de ses filles. » Donc là, grâce à ce SMS, à cette réponse venant de John, on a une confirmation que la nuit de la disparition, il avait bel et bien passé du temps avec Ingrid et donc il est potentiellement la dernière personne à l'avoir vue en vie. À ça, Yorga va alors lui répondre qu'il devrait aller témoigner, mais bizarrement à partir de là, eh bien John ne va plus répondre. Il va voir le message, mais au final, il ne va plus donner aucun signe de vie. Par contre, il y a une chose que je dois vous préciser, c'est que tout ce que je vous raconte là s'est passé le samedi 9 avril, donc le jour même où on a signalé la disparition d'Ingrid. Tout ça a été très vite. On se rend compte ici que la famille d'Ingrid a eu les bons réflexes, ils ont signalé la disparition à la police le jour même, ils ont commencé à faire leur enquête interne le jour même, ils ont trouvé qui était la dernière personne à avoir vu leur fille en vie et les enquêteurs de leur côté ont aussi commencé l'enquête le jour même. C'est vraiment la meilleure chose qui pouvait se passer. Mais voilà, à 16h30, toujours ce jour-là, la police va recevoir un appel. L'homme au téléphone s'appelait Mike Novasio et il semblait être quand même en état de choc. Rapidement, il va d'ailleurs dire à la police qu'il avait fait une découverte dans sa poubelle. En fait, Mike était un homme vivant à Seattle, donc à une quinzaine de minutes de chez Ingrid, et ce jour-là, il revenait de vacances et en rentrant dans sa résidence,
il avait décidé d'aller jeter les poubelles qu'il avait laissées dans son garage jusque-là. Alors je précise que dans le garage, il y avait des poubelles de rue dans lesquelles il mettait ses sacs poubelles. Donc il allait juste sortir les grosses poubelles pour que le ramassage des ordures vienne chercher les sacs. Mais voilà, ce qui s'est passé, c'est que quand il traînait sa grosse poubelle, il s'est rendu compte qu'elle était quand même plus lourde que d'habitude, c'était étrange. Il s'est quand même posé des questions parce qu'il était parti en vacances, il ne sait pas vraiment ce qui s'est passé, donc il a décidé de vérifier l'intérieur de sa grande poubelle. Il a donc jeté tous les sacs sur l'herbe pour essayer de voir ce qui s'y trouvait. C'est là qu'il va remarquer 3 sacs presque transparents qui ne lui appartenaient pas. D'ailleurs, immédiatement en les regardant, il va avoir l'impression qu'à l'intérieur se trouvaient des restes de corps humains. C'est donc suite à ça qu'il avait appelé la police. Mike dira ensuite aux enquêteurs: « J'ai pris le premier sac et il était emballé de manière si professionnelle que c'était très étrange. Je pouvais voir quand je le retirais le contour d'un visage. » En tout cas, suite à ça, une équipe de police ainsi qu'un médecin légiste se sont rendus sur place et ensemble, ils ont alors ouvert les 3 sacs. Là, ça devient vraiment horrible parce qu'à l'intérieur, ils ont retrouvé une tête, un pied, un bras avec toujours la main au bout et une jambe. De plus, les restes ne montraient strictement aucun signe de décomposition, ce qui montrait que la mort était survenue assez récemment. D'ailleurs, grâce à ça, la police a eu facile d'identifier le corps comme appartenant à Ingrid Lynn, âgée, je le rappelle, de 40 ans. Les jours qui ont suivi, d'autres parties du corps d'Ingrid ont été retrouvées dans un centre de recyclage. Mais malheureusement, même avec ça, les enquêteurs n'ont pas été capables de retrouver absolument toutes les parties du corps d'Ingrid. Mais maintenant, parlons de l'enquête. À présent, on savait donc qu'Ingrid avait été assassinée. D'ailleurs, après autopsie, le légiste dira simplement que son meurtre avait été extrêmement violent. Par contre, comme il manquait beaucoup de parties du corps, c'était difficile d'en dire plus. Donc en soi, la cause exacte de la mort n'a pas vraiment été déterminée. Mais en tout cas, à partir de là, les enquêteurs ont décidé de fouiller toute la maison d'Ingrid à la recherche du moindre indice. Et effectivement, sur place, ils vont trouver des preuves. Dans la salle de bain de la maison, ils vont retrouver une scie à élaguer de 38 cm et à partir de là, ils ont soupçonné qu'Ingrid avait sans aucun doute été démembrée dans la baignoire. Suite à ça, les enquêteurs ont alors démonté les tuyaux d'évacuation et ils y ont alors retrouvé plusieurs parties du corps humain qui s'étaient donc engouffrées dans le siphon de la baignoire. Mais ce n'est pas tout, toujours dans la maison d'Ingrid, les enquêteurs retrouveront un paquet presque vide de sacs en plastique correspondant à ceux dans lesquels les morceaux de corps avaient été retrouvés un petit peu plus tôt. Évidemment, à partir de là, le suspect principal sera tout désigné et la police va alors interroger John Robert Charlton, qui était donc le petit ami d'Ingrid et la dernière personne connue à l'avoir vue en vie. Pour vous parler à présent un petit peu de John Charlton, c'était un homme de 37 ans qui avait déjà eu des antécédents judiciaires pour vol. Mais ce n'est pas tout, en fouillant dans les archives, on va également découvrir qu'en 2006, ses propres parents avaient déposé une ordonnance d'éloignement contre lui parce qu'ils avaient eu peur pour leur sécurité après qu'une dispute violente ait éclaté entre eux. Dans les rapports de l'époque, on va également trouver une déclaration que le père de John avait faite et cette déclaration fait vraiment froid dans le dos. Il expliquera qu'à cette époque, John avait vraiment insisté pour que sa mère regarde le film d'horreur Hannibal, qui suit en fait un tueur en série en train de commettre des meurtres totalement atroces. Après avoir donc forcé sa mère à regarder le film, John lui avait dit sur un ton très menaçant de faire attention à elle. C'était d'ailleurs principalement à cause de ça que ses parents avaient ensuite décidé de demander une injonction d'éloignement contre lui parce que clairement ils avaient peur de leur propre fils et savaient qu'il pourrait être capable du pire. Bon, finalement cette injonction avait été retirée peu de temps après, mais tout de même lorsque les enquêteurs actuels vont voir tout ça, ça va les conforter dans l'idée que John était bel et bien dangereux. Il se disait donc que John pourrait vraiment être le meurtrier d'Ingrid parce que clairement, il semblait avoir des idées meurtrières depuis longtemps déjà. Mais revenons-en à présent à l'interrogatoire. Devant les policiers, John va expliquer qu'il avait rencontré Ingrid via un site de rencontre. Par contre, dès le début, John dira qu'il avait menti dans son profil sur le site de rencontre. Il avait en fait précisé qu'il ne buvait pas d'alcool et qu'il était très catholique, mais en réalité, c'était très loin d'être le cas. John avait en fait une vie assez compliquée. Il buvait pas mal d'alcool, il n'avait pas de travail, il était en réalité très loin de la personne qu'il avait décrit sur son profil. Mais en tout cas, c'est sur ce site qu'il avait fini par faire la connaissance d'Ingrid. Les deux avaient alors parlé pendant un petit mois et ils s'étaient assez bien entendus. Ils avaient ensuite fini par se rencontrer et assez vite, ils avaient même fini par sortir ensemble.
Au cours de cette relation, eh bien, John mentait ouvertement à Ingrid et d'ailleurs, il ne l'amenait jamais chez lui dans son univers parce que tout ça allait prouver à Ingrid que ce qu'il racontait était faux. Donc au final, c'était toujours chez Ingrid que les deux se voyaient et John dormait donc chez elle de temps en temps. Donc là, on se rend bien compte que cette relation était construite sur un énorme mensonge et Ingrid n'avait aucune idée de qui était réellement son petit ami. Mais parlons à présent de la soirée du 8 avril 2016, donc au moment où Ingrid aurait été tuée. John sera interrogé par rapport à ce soir-là et il expliquera qu'il s'était rendu dans un bar avec Ingrid pour regarder un match de baseball. John expliquera qu'il avait tout de même bu pas mal d'alcool au bar, il était assez ivre et évidemment, il avait dit à Ingrid que c'était exceptionnel. Quoi qu'il en soit, John expliquera aux enquêteurs que plus tard dans la soirée, quand le match s'était terminé, il avait raccompagné Ingrid jusque chez elle et finalement, il était entré et avait eu des relations sexuelles avec elle. Par contre, John va certifier être parti au milieu de la nuit vu que les filles d'Ingrid allaient arriver tôt le matin et qu'Ingrid ne voulait pas qu'il les rencontre. Comme je vous l'ai dit, la relation était assez récente et donc Ingrid n'avait pas encore prévu de l'officialiser devant sa famille. Donc John aura l'air de dire qu'il était parti de chez Ingrid pendant la nuit. Par contre, il dira aussi qu'il était extrêmement ivre, qu'il avait très peu de souvenirs, si pas qu'il ne se rappelait de rien, il ne savait plus comment il était parti. En fait, il va expliquer s'être réveillé le lendemain matin sur un trottoir au centre de la ville de Seattle. Il ne savait pas comment il était arrivé jusque-là, mais il dira quand même que selon lui, c'était possible qu'Ingrid l'ait en fait ramené là-bas en voiture pendant la nuit. C'était en fait son explication la plus probable. Mais là encore, il va se défendre en disant clairement ne se rappeler de rien. Donc, selon lui, s'il a quand même parcouru 15 minutes en voiture, c'est que quelqu'un l'a ramené à Seattle et ce quelqu'un ne peut être, selon lui, qu'Ingrid. Mais là, quand même, c'est un peu étrange parce qu'il va dire quand même se rappeler, avoir remarqué que Ingrid avait un comportement assez inhabituel. Il va pas s'étendre là-dessus, mais ça paraît bizarre. S'il était extrêmement ivre, s'il sait même pas comment il est rentré chez lui, pourquoi est-ce qu'il se rappellerait que Ingrid était un petit peu différente? Mais en tout cas, les enquêteurs vont écouter son témoignage et ils vont tout de même être surpris lorsque John leur a dit avoir dormi sur un trottoir. C'est là que John fera une nouvelle révélation. En fait, il l'avait pas dit jusque-là, mais il était en réalité sans domicile fixe. C'est pour ça qu'il avait dormi dehors et évidemment, là encore, Ingrid n'était pas du tout au courant. Clairement, John avait vraiment bien su manipuler Ingrid et là, les enquêteurs se disaient qu'il était fort possible qu'il tente de les manipuler à leur tour. Ce qui était vraiment étrange dans son témoignage, c'est le fait qu'il n'avait soi-disant aucun souvenir. À chaque fois dans une enquête criminelle, quand quelqu'un dit ne plus avoir de souvenirs, souvent c'est que c'est lui le coupable. En tout cas, suite à ça, les enquêteurs ont décidé de l'emmener voir un médecin pour qu'il se fasse examiner et donc ce médecin a photographié plusieurs blessures étranges que John avait sur son corps. C'est là que les enquêteurs ont pu remarquer que John avait des égratignures sur la main gauche ainsi que sur son front. Et puis, il avait aussi des coupures à la bouche, au menton et à la poitrine. C'était quand même étrange et ça pouvait laisser présager qu'il s'était battu avec quelqu'un. Donc là, à nouveau, les enquêteurs ont réinterrogé John et ils lui ont demandé comment est-ce qu'il s'était fait toutes ces blessures. John va alors leur répondre qu'il s'était fait ça justement en s'endormant sur le trottoir. Il était ivre, il n'avait pas fait attention. Par contre, il insistera sur le fait qu'il ne s'était battu avec personne. Mais les enquêteurs ne croyaient que très peu à sa version des faits, surtout qu'entre-temps, la voiture d'Ingrid avait été retrouvée au centre-ville de Seattle. C'était quand même très étrange et la première idée des enquêteurs, des autorités, c'était que sans doute, John, en voulant fuir la scène de crime, avait pris la voiture d'Ingrid et l'avait ensuite abandonnée. Donc ça voudrait dire qu'il avait volé sa voiture. Suite à ça, John a été arrêté pour le meurtre au premier degré d'Ingrid, mais donc également, comme je vous l'ai dit, pour le vol de sa voiture. John a immédiatement plaidé non coupable et il avait bien raison de faire ça en soi parce qu'il n'y avait aucune réelle preuve contre lui. Oui, des choses pointaient vers lui, mais c'était que des preuves circonstancielles. Néanmoins, son procès a tout de même été maintenu, même si au final, il n'y avait que très peu de chances que John soit bel et bien reconnu coupable. Mais finalement, le 2 octobre 2017, il va y avoir un énorme retournement de situation. En fait, juste avant le procès, John a décidé de se confesser, chose qui était totalement inespérée. Il a alors avoué que la nuit du vendredi 8 octobre 2016, il avait bel et bien été chez Ingrid après le match, mais les choses s'étaient passées un peu différemment parce que lorsqu'ils étaient ensemble dans la chambre, il aurait étranglé Ingrid.
Il avouera ensuite qu'à l'aide d'une scie qu'il avait trouvée, il l'avait démembrée dans la baignoire et avait ensuite mis son corps dans des sacs poubelles. Il avait ensuite volé la voiture d'Ingrid, mis les sacs à l'intérieur et les avait éparpillés dans des poubelles différentes dans la ville de Seattle avant d'abandonner la voiture dans le centre-ville. Ça collait vraiment très fort avec ce que les enquêteurs avaient pu déterminer, ça voulait dire qu'ils avaient raison et c'est dingue parce que sans les aveux de John, il n'aurait eu aucune preuve pour démontrer tout ça. Par contre, il restait et il reste encore une chose qui est très énigmatique, c'est la raison pour laquelle John s'en est pris à Ingrid. Malheureusement, il n'a jamais donné aucune explication par rapport à ça. Mais bon, la bonne nouvelle, c'est que comme John a plaidé coupable, le procès a pu être annulé et donc la famille d'Ingrid a pu éviter cette épreuve extrêmement difficile. Il y a donc directement eu une audience de détermination de la peine et John a été condamné le 5 janvier 2018 à la peine maximale dans l'État de Washington, c'est-à-dire la prison à perpétuité mais avec une possibilité de libération après 27 ans. Par contre, la juge s'est quand même adressée à John et lui a dit que si elle avait pu, eh bien, elle lui aurait mis la prison à perpétuité sans possibilité de sortir. Elle lui dira d'ailleurs que ce qu'il avait fait était cruel et allait au-delà de ce que personne ne pouvait croire. En tout cas, après ça, John a tenu à s'exprimer et s'est tourné vers la famille d'Ingrid et leur a dit « Je suis vraiment désolée ». Aujourd'hui, même si justice a été rendue, eh bien, la famille d'Ingrid, c'est-à-dire ses parents, ses 3 enfants et même son ex-mari, ont beaucoup de mal à se relever de cette épreuve. Les amis d'Ingrid ont déclaré qu'elle n'aurait jamais dû faire confiance à quelqu'un qu'elle avait rencontré en ligne. Mais bon, elle était une mère célibataire, travaillait à plein temps et elle pensait vraiment que ce serait la seule solution pour elle pour retrouver l'amour. En tout cas, cette affaire nous prouve ici qu'il faut toujours rester prudent, que même si on parle pendant des mois avec quelqu'un sur internet, même si on l'a déjà rencontré 1 ou 2 fois, que ça se passe bien, il faut quand même toujours faire attention parce qu'on ne sait pas sur qui on peut tomber et c'est important de comprendre qui est l'autre, de comprendre sa vie, de voir où il vit avant de totalement donner sa confiance. En tout cas, c'est comme ça que se termine cette vidéo. J'espère que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire en commentaire tout ce que vous avez pensé de cette histoire. Je vous lirai avec beaucoup d'attention. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, ça fait vraiment plaisir, à mettre des petits pouces en l'air. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!